À la base, c'était juste une réflexion, une note dans mon téléphone après avoir vu une énième photo de crique déserte sur Instagram. Encore la même angle, même lumière, même promesse. Et là, j'ai commencé à creuser. Un article, puis deux, puis 10. Des reportages, des études, des témoignages d'habitants. Et plus je creusais, plus je réalisais qu'on me mentait systématiquement. À un moment, je me suis dit, OK, là, je suis parti sur une lancée. Et quand je pars sur une lancée, je vais jusqu'au bout. Parce que ce qu'on vous vend comme un rêve est parfois un désastre humain, social et écologique, et personne n'a intérêt à vous le dire. Et si je me permets d'en parler aujourd'hui, ce n'est pas juste en tant que voyageur, c'est aussi parce que j'ai opéré une entreprise touristique pendant plus de 10 ans. J'ai été de l'autre côté, j'ai vu comment on choisit les images, comment on simplifie les messages, comment on évite certains sujets, comment on vend du rêve, même quand la réalité est beaucoup plus complexe. Voici les 7 plus gros mensonges que les offices du tourisme ne veulent jamais avouer. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons basculé dans l'ère de l'authenticité industrielle. Mesdames et messieurs, c'est une mise en scène millimétrée, c'est une fausse spontanéité, une culture mise sous cloche, entreposée derrière une vitrine pour satisfaire notre soif d'exotisme. Ouch! Alors, comment on fabrique ce faux vrai? C'est une recette de laboratoire. On sélectionne des éléments exotiques mais rassurants. On veut du dépaysement mais sans l'inconfort. On vous montre les danses spirituelles sous les projecteurs mais jamais la pauvreté. On filme les plats colorés, mais on cache la pénurie alimentaire des locaux. On capture des sourires éternels en oubliant la fatigue de ceux qui les portent pour un pourboire. Ouch! Regardez Bali, par exemple. Dans certaines zones, plus de 60% des logements traditionnels ont été vidés de leur âme pour devenir des hébergements touristiques. Le sacré, lui aussi, a été chronométré. Les cérémonies religieuses sont désormais décalées et raccourcies pour s'ajuster aux horaires des bus de groupe. Autre exemple, à Venise, la ville se meurt sous le poids de son propre succès. Certains cafés facturent le café debout 3 fois moins cher qu'un prix de touriste, en dernier rempart désespéré pour que les locaux puissent encore exister dans leur propre ville. Multiplie les manifestations partout, devant ces paquebots qui déversent des millions de touristes sur Venise. Les habitants se sentent menacés, la ville qu'ils aiment et qu'ils ont connue disparaît. Prenons Etretat, un petit village de 1200 âmes dans la région de Normandie. Une carte postale de craie blanche, mais le problème, chaque année, des millions de personnes s'y déversent. Naturellement, elle recule de 20 cm par an, mais sous le poids de millions de pas, le sol s'asphyxie et s'effondre. Et ce n'est pas tout, ces galets que vous ramassez comme de simples souvenirs. Ils sont un bouclier vital contre les tempêtes. Sans eux, la mer dévore le village. Chaque caillou dans votre poche est un morceau de mur qu'on arrache à Etretat. Mais le drame est aussi humain. Les secours sont épuisés car ils ne sauvent plus des marins, ils ramassent des corps au pied des falaises et doivent opérer des missions de sauvetage risquées, des vies brisées pour un selfie. Et pourtant, Etretat n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. À Maya Bay, en Thaïlande, le paradis de DiCaprio est devenu un cimetière marin parce que 80% des coraux ont été pulvérisés par les hélices, les ancres, avant que le gouvernement ne décide de fermer le site en urgence. À Santorin, sous les yeux bleus des dômes célèbres, la réalité est sombre. En haute saison, l'île sature. Les eaux usées finissent souvent directement dans cette mer que vous avez photographiée juste avant. Au Machu Picchu, il suffit de regarder les photos avant-après pour voir que la citadelle Inca ne résiste plus. Le sol s'affaisse littéralement sous les semelles en caoutchouc. À Dubrovnik, la ville est devenue une telle coquille vide que l'UNESCO a menacé de lui retirer son classement, une ville-musée. Et ça, c'est le mensonge social le plus poli du siècle. Oui, le tourisme brasse des milliards. Oui, les chiffres des offices du tourisme sont tous au vert. Mais derrière la croissance, il y a la réalité que personne ne veut mettre en brochure. Ça s'appelle la gentrification touristique. Le processus est toujours le même. Les loyers explosent. Les commerces de proximité, comme les boulangeries, les cordonniers, vont fermer pour laisser la place à des boutiques de souvenirs en plastique ou à des grosses marques. Les habitants, eux, ne partent pas par choix. Ils sont expulsés par les chiffres. Regardez Barcelone, dans la zone touristique, les loyers ont grimpé de plus de 40%. La ville est devenue un terrain de jeu où les locaux n'ont même plus les moyens d'aller. Même chose à Lisbonne, le centre historique est en état d'arrêt cardiaque. Un logement sur 3 est désormais une location de courte durée. Et même ici au Québec, dans ma patrie, le phénomène n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité qui ronge nos quartiers, transformant les rues vivantes en décors de cinéma saisonnier. Le fameux paradoxe de la serviette. On connaît tous le panneau dans la salle de bain. Réutilisez votre serviette pour protéger la nature.
C'est l'exemple parfait du greenwashing. En réalité, pour un hôtel de 100 chambres, cette simple consigne permet d'économiser des dizaines de milliers de dollars par an en frais de blanchisserie, en eau et en personnel. Le bénéfice écologique existe, oui, mais il est secondaire derrière le profit. Et pourquoi je dis ça? En 30 secondes, je t'explique l'origine sombre du mot et du terme greenwashing. Il n'est pas né par hasard, il a été inventé en 1986 par l'activiste Jay Wastelveld. Il s'était rendu dans un complexe hôtelier aux Fidji qui disait éco-responsable tout en s'agrandissant massivement sur des récifs coralliens protégés. L'hypocrisie était totale. Demandait aux clients de ne pas laver leurs draps pendant que la pelleteuse détruit l'océan juste à côté. Le mirage des labels, c'est qu'il faut faire un peu attention au logo vert. Selon plusieurs ONG européennes, moins de 15% des labels écotouristes font l'objet de contrôles indépendants et réguliers de leurs membres. Beaucoup sont des auto-certifications. L'hôtel paye une adhésion pour afficher un logo sans jamais changer ses pratiques de fond. On a tous vu cette photo, cette plage déserte aux eaux turquoises, ce temple au lever de soleil, sans personne autour. Est-ce que vous y croyez? C'est le plus vieux tour de magie du tourisme, de la promotion sélective. On ne vous ment pas techniquement, mais on vous cache 90% de la réalité. Et surtout, on recadre serré sur un monument magnifique en oubliant de vous montrer la décharge à ciel ouvert ou l'autoroute à 10 mètres de là. Et puis, il y a le rôle des influenceurs qui ne sont pas des reporters, ce sont des agents publicitaires. Ils sont payés pour vendre un angle, pas une expérience. Pour une photo ou vidéo parfaite de 30 secondes, ils ont parfois fait la queue pendant 2 heures ou utilisé des outils de retouche pour effacer la foule. Ils vous vendent un sentiment d'exclusivité là où il n'y a que du tourisme de masse. Imaginez une marque qui dépense des millions pour que vous n'achetiez pas son produit. Ça semble absurde, c'est pourtant ce qui arrive aux plus belles destinations du monde. Bienvenue dans l'ère du démarketing, l'ultime aveu d'échec du tourisme moderne. Pendant des décennies, le succès d'un lieu se mesurait au nombre de visiteurs. Aujourd'hui, ce succès est devenu un poison. Le démarketing, c'est pas juste moins de pubs, c'est une tentative désespérée de sauver ce qui n'a pas encore été piétiné. C'est admettre que le système a cassé l'équilibre entre l'accueil et la préservation. Une ville comme Amsterdam, la ville a lancé la campagne Stay Away, restez loin. Elle ne veut plus de touristes venus pour faire la fête et dégrader les rues. Les budgets publicitaires sont désormais utilisés pour décourager certains profils de voyageurs. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, dans le tourisme de masse, jusqu'à 70%, voire 80% de l'argent dépensé par les voyageurs quitte la destination. On appelle ça la fuite touristique, le leakage. Vous avez payé sur une plateforme de réservation basée aux États-Unis ou en Europe 15 à 25% de commission. Vous volez avec une compagnie aérienne internationale. Vous dormez dans une chaîne hôtelière dont le siège est à Londres ou à Dubaï, par exemple. Vous mangez des produits importés pour satisfaire les standards occidentaux. Et ce n'est que quelques exemples, parce que le voyageur a l'intention sincère d'aider, oui, mais le système, lui, fonctionne comme un aspirateur. Pour chaque cocktail payé 10 $ dans un resort tout inclus, il ne reste parfois que quelques centimes pour le salaire des employés locaux, tandis que le profit net s'envole vers les comptes bancaires de multinationales. Ce système a toujours créé une dépendance dangereuse. La population subit l'inflation et les nuisances du tourisme, mais ne récolte que les miettes de la richesse produite. C'est l'économie du décor. Les locaux sont là pour l'accueil, mais ne possèdent plus les murs. Pourquoi parler de ça? Parce que le mensonge touristique met tout en péril. Que ce soit la sécurité écologique, parce que quand un hôtel ment sur sa gestion de l'eau, il épuise la nappe phréatique locale, condamnant les habitants à la soif. Il y a aussi la sécurité économique. Quand 70% de votre argent s'évapore vers des paradis fiscaux, le pays d'accueil s'appauvrit, les tensions sociales montent et la destination devient à terme instable et dangereuse. Et il y a votre sécurité. Un système basé sur le faux semblant néglige souvent l'essentiel. Derrière une photo éditée se cachent parfois des infrastructures non sécurisées, des zones saturées où le risque de mouvement de foule est réel. Voyager sans réfléchir, c'est participer à une machine qui dévore sa propre beauté. On ne vous vend plus une expérience, on vous vend une anesthésie. Pensez-y, la prochaine fois que vous allez voir une image parfaite, est-ce qu'il y a un filtre? Est-ce qu'il y a une structure? Posez-vous cette question simple. Qui profite de mon passage et à qui paye le prix réel? Kohta tuulen suunta lie, minne tuulipojan nyt taas vie. Tuulesta temmaten onnea saa koken, minne tuuli kulje.